Alors, rebonjour pour un épisode de la philo qui gratte. Aujourd'hui, on va traiter de méthodologie. Donc, ça fait très longtemps que je veux faire une petite vidéo sur la méthodo. J'ai donc choisi un sujet, et ce sera faut-il être cultivé pour apprécier une œuvre d'art? Bon, c'est un sujet classique. Donc là, tout de suite, normalement, vous avez ça comme sujet. Vous voyez que c'est sur l'art. Bon, donc vous devez vous souvenir un peu du cours, mais il va falloir un peu réfléchir. On peut ne pas l'avoir fait en cours. Bon. Donc, euh, dans la vie de tous les jours, comment on réfléchit? Dans la vie de tous les jours, quand on vous pose une question comme ça, qu'est-ce que vous faites? J'y viens dans la vie de tous les jours. Vous n'allez pas tout de suite chercher les auteurs, à part d'être le super intello de service, mais si vous êtes quelqu'un de normal, vous n'avez pas de connaissances spéciales, vous n'allez pas dire tout de suite Kant dit que et Goethe dit que. Bon. Donc arrêtez de tout de suite penser en termes d'auteur. Essayez de réfléchir par vous-même. Si je vous dis, voilà, est-ce qu'il faut être cultivé pour apprécier une œuvre d'art? Ou est-il nécessaire d'être cultivé pour apprécier une œuvre d'art? Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, bah, à première vue, euh, il semblerait que la culture soit pas absolument indispensable pour apprécier une œuvre d'art. Bon, pourquoi apprécier une œuvre d'art? euh, Tout de suite, superficiellement, on peut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de dire, de l'écouter, de la regarder et de dire j'aime bien ou j'aime pas. Bon. Donc, si vous pensez aux différentes œuvres d'art qui existent, aux films, aux photos, aux sculptures, aux romans, aux poésies, aux ballets, etc., etc., aux pièces de théâtre. Bon. Vous voyez bien que tout ça, c'est quand même assez répandu. Vous allez vous-même au cinéma. Vous voyez bien que n'y a pas un passe culture pour aller voir un film. Donc, à première vue, vous n'avez pas besoin d'être spécialement cultivé pour apprécier une œuvre d'art. Sinon, il n'y aurait que les gens cultivés qui seraient à même d'apprécier les œuvres d'art. Bon, donc je peux vous donner un livre, vous pouvez le lire et me dire j'aime bien, j'aime pas. Je peux vous donner une pièce de théâtre, vous pouvez la lire et me dire j'aime bien, j'aime pas, etc., etc., etc. Alors, quand même dans cette première partie, hein, on dit bah, il ne semble pas qu'il faille de la culture, mais on pourrait préciser quand même un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette culture dont on nous parle? Bon, bah, la culture qui serait peut-être intéressante, c'est de savoir des choses sur l'œuvre ou sur son auteur. Si je sais que telle peinture a été peinte au Moyen Âge, si je sais que tel roman a été écrit au 19e, si je sais que tel ballet a été monté par tel metteur en scène, etc., etc., par tel chorégraphe, bon, c'est ce genre de culture. C'est pas la culture en général, c'est la culture qui concerne l'œuvre ou le créateur. Bon. Donc, j'en aurais pas besoin. Hein. Donc, au lieu de s'arrêter tout de suite, il faut dire que, donc, il ne semble pas que j'en ai besoin. Et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que mes sentiments vis-à-vis de l'œuvre, hein, le fait que je dise oui c'est bien ou oui c'est pas bien, c'est ça, apprécier, j'aime, j'aime pas. Il semble que mes sentiments n'aient pas besoin d'une culture particulière. Euh, alors, il faut quand même donner bien entendu des exemples. Donc là, c'est ce que je vous ai toujours dit, si vous prenez un sujet sur l'art, il faut avoir des exemples. Donc même dans cette première partie, vous prenez des exemples. Vous prenez des exemples, je ne vais pas le faire pour vous parce que c'est trop immense comme domaine, mais prenez des exemples de poésie que vous avez lues, des petites classes que vous avez aimées ou pas, de pièces de théâtre que vous avez lues, que vous avez aimées ou pas, de films, bien entendu, que vous avez voir, ou même, bien entendu, encore plus simple, de morceaux de musique que vous appréciez. Hein, ah, ça, j'apprécie énormément. Bon, et ça ne dépend pas du tout de votre culture. Le déclic d'un sujet de philo, c'est d'être capable de se dire bon, ok, est-ce que ça, c'est pas quand même un peu trop simple? Voilà, c'est comme ça qu'on passe d'un grand A à un grand B. Euh, c'est de se dire voilà, ce que je viens de dire, est-ce que c'est indiscutable? Est-ce que c'est indépassable? Est-ce que c'est absolument juste? Ou est-ce que quand même je ne pourrais pas le critiquer? Alors, soit dans certains sujets montrer que c'est faux en disant bah voilà, j'étais dans l'illusion, soit de montrer que c'est quand même euh, on a simplifié énormément la réponse du sujet. Bon, donc là, comment on peut réfléchir à ça?
bah, il faudrait se demander, justement, se forcer peut-être, hein, se forcer à se demander, mais au fait, cette culture, dont j'ai dit qu'elle n'était pas indispensable, est-ce que quand, tout de même, elle ne pourrait pas m'apporter quelque chose? Est-ce que ça pourrait pas me servir? On ne sait pas encore à quoi, mais c'est ce qu'il faut se demander. Donc on revient sur cette culture et on se demande ce qu'elle pourrait m'apporter. Alors là, vous avez deux possibilités, une mauvaise, une bonne. La mauvaise, c'est de vous forcer à dire oui, oui, elle est utile, mais sans exemple précis. Donc en disant par exemple, ah bah oui, c'est quand même intéressant de savoir quand un écrivain écrit, donc de quel siècle il est, pour mieux comprendre. C'est quand même intéressant de savoir quand un peintre peint ce qu'il peint ou à quel mouvement pictural il appartient pour mieux comprendre l'œuvre. Bon, alors ça c'est pas faux, mais c'est très flou, parce que qu'est-ce que ça veut dire mieux comprendre. Et puis on ne voit pas précisément, hein, quels éléments vont permettre de mieux apprécier telle ou telle œuvre. Donc il faut être capable de prendre des exemples. Bon. Donc, je vais vous donner des exemples. On va commencer par le plus simple, celui qui revient tout le temps. Si vous me parlez de Guernica de Picasso, dites voilà, ah bah oui, Guernica c'est une œuvre, et effectivement, bah, je peux mettre quelqu'un devant, vous vous rappelez dans les Langues-Grands, là, et, bon, bah, il peut l'apprécier ou pas, il n'a pas besoin de culture. Donc il faut se demander si on met quelqu'un devant, devant l'œuvre de Picasso et qu'on lui explique un petit peu, hein, on lui donne de la culture, ou il l'a, peu importe, et il a de la culture vis-à-vis de cette œuvre, qu'est-ce que ça peut lui apporter? Alors qu'est-ce que ce serait que cette culture? Bah, par exemple, de savoir ce que c'est que Guernica. Pourquoi ça s'appelle Guernica, déjà, pourquoi ça a été peint, quand, etc. On verra si c'est utile. Guernica, c'est un village. C'est un village espagnol. Bon. Et ce village espagnol, il est bombardé pendant justement la guerre d'Espagne. D'accord? En 1937, il est bombardé, ce village. Et c'est pour montrer l'horreur de ce bombardement de ce village espagnol par les Italiens, ce qu'on appelle les fascistes, et les nazis, hein, que Picasso décide de peindre Guernica. C'est pour montrer l'horreur de la guerre. Pas que de la guerre de Guernica, pas que du bombardement de Guernica, mais de prendre ce bombardement pour symboliser l'horreur de la guerre. Euh, voilà, bon, rien que ça, d'accord? Peut-être qu'on peut regarder ce tableau d'une façon différente. Ce serait peut-être déjà ça apprécier. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver et de dire simplement bah, j'aime pas les couleurs, les formes, etc., etc., de savoir à l'avance ce qu'il a voulu représenter. Euh, et peut-être que si on va plus loin, on se demande, en voulant représenter l'horreur de la guerre, est-ce que ça permet pas de comprendre que justement, de mieux comprendre comment il a peint? Il a peint avec des formes complètement déstructurées, hein. Toutes les formes sont déstructurées, c'est une sorte de chaos, on ne sait pas où regarder. Euh, et justement, s'il a peint ce chaos, bah, c'est parce que la guerre est chaotique, hein. Il s'est pas amusé à déstructurer des formes et à les mettre dans tous les sens, comme ça par hasard. Bon. Il n'a pas mélangé les formes, c'est bien le taureau que le cheval, que le visage, que la bougie, etc., par hasard. Donc, euh, en sachant ça, on peut revenir au tableau et il faut se demander ce que ça change. On peut dire, bah, je reviens au tableau, ok, bon, je sais ce qu'il a fait, mais voilà. Oui, mais qu'est-ce que ça change? Là, ça change tout, en fait. Comment j'étais dans le grand 1? Dans le grand 1, je n'apprécie pas réellement le tableau. Dans le grand 1, qu'est-ce que je fais? J'exprime simplement mes sentiments. Autrement dit, dans le grand 1, ce qui est important, c'est moi. Et je fais simplement que vous livrez mes sentiments. Je pense quoi de l'homme? C'est je pense quoi de l'œuvre. C'est bah, j'aime ou j'aime pas. Vous voyez, hein, c'est qu'est-ce que je pense et c'est j'aime ou j'aime pas. Qu'est-ce qui se passe dans le grand 2? C'est pas du tout euh, un simple j'aime ou j'aime pas. C'est en réalité cette œuvre-là est intéressante. En réalité, cette œuvre-là symbolise bien la guerre. En réalité, cette œuvre-là euh, développe une idée intéressante en représentant la guerre de façon chaotique et grâce à un noir et blanc, etc. Donc, dans le grand 2, ce qui devient important, c'est l'objet. Donc, pour répondre au sujet, à partir de grand 2, je peux apprécier l'objet. En tout cas, je suis en capacité d'apprécier l'objet. Il ne s'agit pas de dire j'aime ou j'aime pas.
Il s'agit d'être plus à même d'apprécier la valeur de l'objet lui-même. Hein. Est-ce que l'œuvre est intéressante? Pas simplement pour moi, en essayant d'être objectif, voilà. Eh bien oui, quand même, je considère que cette œuvre-là, elle est intéressante parce que ceci, parce que cela, et pas simplement j'aime ou j'aime pas. Bon. Un autre exemple, j'essaie de prendre des choses quand même relativement connues. On va prendre l'exemple d'un livre, l'exemple d'un ouvrage. Emma Bovary, Madame Bovary, écrit par Flaubert. Je peux vous donner le roman à lire, et vous pouvez me dire j'aime, j'aime pas. On est dans le grand. Hein. Vous aurez l'histoire, la façon dont c'est écrit, ou pas, le style de Flaubert, oh, c'est un peu lourd, oh, c'est un peu lent, oh, il se passe rien, etc. etc. Bon. Et puis simplement, bah, vous rendez compte de votre sentiment. Ou alors, je vous explique quelque chose. Euh, Ce que décrit Flaubert, que vous pouvez comprendre sans avoir aucune culture, c'est effectivement la vie de cette Madame Bovary, qui se retrouve à la campagne et qui s'ennuie, hein, et qui finalement en vient à, pas réellement une décision, en vient à tromper son mari. Bon. Ce qui est tout à fait compréhensible, hein, sans culture. En revanche, l'ouvrage a été écrit au 19e. Et au 19e, en France, il règne une morale civique extrêmement stricte concernant le mariage et concernant l'adultère. Autrement dit, euh, on n'a quasiment jamais euh, représenté l'adultère comme, si vous voulez, l'aboutissement d'un processus normal. Or, c'est ce que fait Flaubert. Flaubert est en train de nous dire, voilà, cette chose diabolisée à l'extrême, hein, cette chose qu'on déteste, et dont on dit que c'est une honte, etc., essayons de la comprendre, non pas de l'excuser, mais de la comprendre. Essayons de comprendre le processus qui a pu amener à cet adultère. Or, en décrivant comment Emma Bovary, tout doucement, hein, de façon assez inéluctable, va en être amenée sans qu'elle le décide, c'est pas un choix, ce que je peux faire, ce que je peux pas le faire. C'est voilà, cet ennui, il est tellement terrible, d'où peut-être l'idée que le roman ne bouge pas assez, etc. Mais c'est normal, justement. Hein, pour rendre l'ennui, vous n'allez pas écrire un roman d'aventure. Bon. Donc, pour rendre l'ennui, pour voir comment l'ennui peut être oppressant, et peut quasiment la rendre extrêmement malheureuse, et comment, bah, justement, pour essayer de se sortir de cet ennui, elle tombe dans l'adultère, euh, euh, Flaubert écrit ce livre. Voilà. Donc, idem que dans le point 1, en fonction de ça, je ne fais pas simplement que dire j'aime ou j'aime pas. Je suis capable d'apprécier la valeur de l'œuvre. Je suis capable de dire, bon, ok, par rapport à ça, par rapport au but qui est de montrer comment on peut tomber dans l'adultère à cause d'un ennui et dans une société bourgeoise qui déteste l'adultère, comment effectivement on peut essayer de le comprendre, on peut davantage apprécier euh, Flaubert en disant est-ce qu'il a réussi ou pas. Voilà. Et vous voyez bien que on n'est pas du tout devant la même œuvre que dans Grand. Bon. Voilà un deuxième exemple. Euh, Ensuite, je pourrais les multiplier, mais on va quand même le faire. On prend l'exemple d'une peinture. Bon. Une peinture très connue de David. Euh, et là, voilà. Putain.